Bonjour à tous. Alors, sur les participants à notre track, comme je l'ai dit en introduction de la matinée, on a fait une enquête et on a vu que 100% des participants ont mis en production un cas d'usage d'IA génératif. Par contre, si on creuse un petit peu plus le sujet et qu'on va essayer de trouver des cas d'usage d'IA générative et de chatbot exposés directement à des clients, et bien tout de suite, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce que la relation client, c'est le cœur de tout business. Et la relation client, dans toute relation client, on a un enjeu de risque réputationnel. Alors pourquoi les gens le font moins probablement parce qu'ils se sentent pas forcément en possession de suffisamment de contrôle sur les IA génératives. Ils ne ressentent pas forcément de robustesse. Donc contrôle et robustesse, c'est deux mots-clés dont on va parler là, lors de cette table ronde. Pour ça, nous avons donc Marcin Detiniecki, qui est Head of Research and Development and Group Chief Data Scientist du groupe AXA. Bonjour Marcin. Et Jean-Marie John Matthews, donc cofondateur de Giscard, qui est donc une plateforme de test pour l'IA et l'IA générative. Donc s'agissant d'IA, et je vais commencer avec ma première question, selon vous, qu'est-ce que la robustesse d'un système d'IA et en quoi est-ce différent de tout autre système informatique? Et en particulier, y a-t-il des différences pour l'IA générative? Marcin, tu veux peut-être commencer? Oui, donc en fait, la question de la définition de la robustesse, elle est un peu compliquée. Mais on peut essayer de faire l'exercice de simplifier la question. Donc la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est le fait que le système va se comporter comme il faut dans des situations qui n'étaient pas prévues à l'avance. D'accord? Donc, par exemple, vous avez une IA générative et vous posez une question. Par exemple, c'est quoi comment on compare des œufs de vache avec des œufs de poule? Donc, c'est quelque chose que le système n'a pas vu avant. Et s'il n'est pas robuste, il répond quelque chose qui n'a pas de sens. Oh, il plante. Donc c'est un peu la robustesse. Alors la difficulté dans la définition de robustesse vient du fait qu'il faut dire qu'est-ce qui est pas avant, enfin qu'est-ce qui est différent. Donc qu'est-ce qui est un peu un exemple qu'on n'a pas vu, puisque en fait l'IA c'est fait pour prédire des choses qui n'auraient pas été vues avant. Et qu'est-ce que ça veut dire pas bien répondre. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur définir proprement la robustesse. Alors qu'est-ce qui change avec l'IA? C'est que en fait l'IA par sa nature même, a été créé pour prédire des cas qu'on n'a pas vus avant. Donc c'est fait, normalement par exemple machine learning, c'est l'apprentissage. Donc c'est la nature même du système qui fait qu'on apprend à partir de la data et on veut prendre un nouvel exemple. Donc par exemple, on prend des chats et des chiens et des images et on va dire c'est un chat, c'est un chien. Et ensuite, on va avoir une nouvelle image d'un chat qu'on n'a jamais vu avant et on va dire en fait c'est un chat. Donc c'est la nature même du système est fait pour prévoir en dehors des points qu'il a vus avant. Et ça, il se trouve que, alors il y a plein de techniques d'IA, maintenant on a oublié, mais il y a plein de techniques, et en particulier celle qui est la dominante, c'est des approches statistiques. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en plus, il y a des probabilités derrière tout ça, donc il y a des comportements un peu stochastiques, ça veut dire que, en fait, il y a un peu de hasard là-dedans, et parfois on peut répondre une chose. Et si vous jouez un peu avec du génératif, vous verrez, une fois vous avez une réponse et vous essayez un autre jour et vous avez une autre réponse. Donc il y a un peu d'aléatoire derrière. Et donc dans GenAI, c'est encore plus aggravé quelque part parce que ce qui change ici, c'est qu'en plus un enchaînement, en particulier pour génératif de texte, parce qu'il y a générative image, c'est encore plus aggravé parce que c'est un enchaînement des prédictions. Donc on va prédire le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, et en fait on peut dériver. Donc il y a des techniques qui sont utilisées pour essayer de rendre ça un peu plus robuste, mais voilà, c'est ça qui change aujourd'hui avec les IA. Jean-Marie, est-ce que tu partages le même point de vue et qu'est-ce que vous apportez comme solution avec Giscard pour la robustesse? Ouais. Alors déjà sur la robustesse, effectivement, comme tu le disais, c'est une question qui fait beaucoup débat. On sait que dans l'article 50 ou l'article 15 de l'AI Act, on fait mention explicitement de la robustesse. Et là aujourd'hui, il y a des standards qui sont écrits du CNCNELEC, donc l'organisme officiel européen qui est censé écrire les standards pour définir ces sujets-là, pour essayer de comprendre ce que c'est la robustesse. Mais d'une manière générale, en fait, dans la robustesse, il y a deux composants. Il y a la composante vraiment perturbation, donc comment on fait pour
changer le contexte d'utilisation de l'IA, donc à travers du bruitage, à travers plein de choses. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner de manière correcte en fait. Donc en fait, il y a vraiment deux composantes et la question c'est comment on fait pour définir ces deux composantes-là. Et en fait, sur la question de les solutions pratiques, nous chez Giscard, on met en place souvent des tests pour la robustesse. Et ce qu'on a pu voir, c'est par rapport au machine learning traditionnel, où pour ces deux composantes-là, la définition est relativement claire. Donc je prends par exemple des tests plutôt sur l'éthique de l'IA, où on peut par exemple changer pour un algorithme de défaut de crédit, donc essayer de prédire le défaut de demandeur de crédit. On peut simplement, par exemple, changer une variable, par exemple le genre d'homme à femme, par exemple, et essayer de voir si la probabilité change énormément. Donc ça, c'est un test qui se mettait beaucoup en place, qui est très facile à faire parce que la perturbation est extrêmement simple et aussi la validation est très simple. Mais aujourd'hui, avec la GenAI, ça devient de plus en plus sophistiqué de perturber et aussi de plus en plus sophistiqué de regarder à quel point ça fonctionne de manière correcte. Je prends des exemples. Par exemple, une chose qu'on fait souvent en robustesse, c'est regarder si la réponse est insensible ou invariante à des fautes de frappe. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire une faute de frappe ? Il y a plein de manières de générer des fautes de frappe. Donc déjà, il y a une partie génération. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la réponse est suffisamment similaire. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Et ça peut être beaucoup plus compliqué avec l'IA générative, où aujourd'hui, on travaille par exemple sur des calculs d'hallucination. On va faire des tests de robustesse. On va par exemple rajouter des a priori différents et on va essayer de vérifier à quel point la réponse est contradictoire. Donc ça, c'est la même chose, ça utilise de l'IA générative pour la perturbation et la validation. C'est ce qu'on appelle des tests de sycophancy et qui sont de plus en plus sophistiqués. Et ça, c'est, je pense, la grosse différence. Alors, si on regarde plus spécifiquement le risque qui fait le plus peur, je pense aux praticiens et à ceux qui mettent en œuvre l'IA, donc qui est le risque d'hallucination, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que pour pouvoir contrôler ce risque, il faut comprendre d'où ça vient ou pas ? Et comment est-ce qu'on peut le contrôler ? Oui ? Alors oui, effectivement, l'hallucination, c'est vraiment inhérent à l'IA générative, de par la manière dont c'est construit avec du RLHF, où qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on on va pas justement se cantonner aux données d'apprentissage, on va aussi essayer d'overfitter, ou en tout cas de s'adapter aux préférences utilisateurs. Donc du coup, l'IA générative va toujours essayer de généraliser, quelquefois au-delà de sa base d'apprentissage. Donc ça, c'est un problème. D'ailleurs, nous, nos clients, chez Giscard, la première chose qu'ils vont tester, c'est souvent l'hallucination. Et le gros problème de l'hallucination, c'est que c'est extrêmement spécifique au domaine d'application. Après, des solutions techniques, il y en a vraiment beaucoup. C'est un énorme domaine de recherche, l'hallucination. Mais de manière concrète, il y a, de manière a posteriori, ce qu'on peut mettre en place, c'est des garde-fous, des gardes qui vont essayer de checker si, par rapport, donc si on met en place des RAG, de vérifier si l'information sortie est cohérente avec le contexte qui a été retrouvé de la knowledge base. Ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut être aussi plus compliqué, où on va mettre en place des solutions plus en amont du process de l'IA, donc notamment avec des tests. Donc on va générer des tests, et là tout l'enjeu, c'est de générer des tests qui vont couvrir des cas limites qui sont suffisamment larges. Donc par exemple, si c'est un RAG, de couvrir l'ensemble des topics de ce RAG-là. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu que nous, on met en place chez Giscard, où on essaye de générer des cas de plus en plus variés. Et alors, chez AXA, est-ce que vous faites face à ces risques d'hallucination ? Comment est-ce que vous y prenez ? Oui, donc avant de répondre à la question sur l'hallucination, c'est qu'en fait, il faut voir que l'hallucination, c'est une erreur on voit tout de suite que c'est une erreur. Okay, donc en fait, ça fait très très peur parce qu'on voit tout de suite on raconte du vrai n'importe quoi. Et en fait, le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est l'erreur qu'on voit pas. Et donc lutter avec les hallucinations, c'est bien, mais lutter avec les erreurs, c'est encore mieux et c'est beaucoup plus difficile. Donc déjà, ça c'est un point important. Alors, est-ce que je suis hyper d'accord sur le fait que ça fait partie inhérente, parce que c'est une IA générative. Donc parfois, par exemple, si on est dans un métier créatif, on sera très content que ça parte un peu sur des directions pas prévues. Donc, en fait, ça fait vraiment partie inhérente du système, donc c'est pas étonnant. Donc, d'où ça vient ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais une grande hypothèse, c'est qu'en fait, on pose des questions qui sont en dehors du système d'apprentissage, de là où on a appris. Et donc, on pose des choses et il n'a jamais vu d'exemple. Et comme c'est des gros modèles et qu'il y a plein de paramètres, ça fait des comportements un peu pas très humain, contre-intuitif, et c'est très très visible, et donc c'est assez intéressant. Donc
Par exemple, les attaques adverses, c'est un autre phénomène du même type, de même nature, et pareil, ils sont très simples. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, il n'y a pas la solution, il y a quelques petites solutions qui ont été évoquées dans les présentations précédentes. Déjà, il y a beaucoup de techniques de prompting, donc de dire au système attention, etc. Donc tu l'as évoqué. Donc il y a avant et après, c'est-à-dire avant dire bon, tu vas te comporter proprement, tu vas pas être raciste ou n'importe, tu vas pas ci, tu vas pas ça. Surtout quand on a vu déjà une erreur. Il y a le après, surveiller la réponse. Donc ça a été mentionné. Donc ça c'est très autour du prompt. Ensuite, la deuxième technique très, très à la mode, c'est le RAG. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donner beaucoup de contexte et finalement réduire ou limiter l'intelligence du modèle. C'est-à-dire utiliser le modèle simplement pour faire de la réformulation et donc utiliser sa data et donc être dans un espace très sécurisé parce qu'on récupère la data qu'on a. Et en fait, donc ça s'appelle RAG. Tout le monde fait ça parce que justement, ça a tendance à moins halluciner. Et finalement, ça a été évoqué dans un panel plus tôt. On peut aussi fine-tuner, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sa propre data. Donc, et en fait, il n'y a pas que nous qui fine-tunons, il y a aussi OpenAI qui fine-tune. Par exemple, l'exemple des œufs, en fait, plein de gens l'ont fait. C'était très rigolo, tout le monde a entendu parler. Et donc, du coup, OpenAI a réentraîné son modèle et maintenant, il ne fait plus cette erreur. Donc, le fine-tuning, c'est aussi une façon de réduire l'espace et lutter contre soi. Donc, voilà. Et du plus simple, prompting, RAG, un peu plus compliqué, fine-tuning, beaucoup plus compliqué. Voilà, donc tout un panel de solutions pour contrer ce risque d'hallucination. Donc là, je pense qu'on a exploré le point de la robustesse. Pour aborder le second mot-clé qui est lié au contrôle et à la conformité par rapport à des contrôles mis en place, moi je propose qu'on prenne l'angle de... Parce qu'on est un peu obligé, l'angle de la régulation. Il se passe des choses depuis plusieurs années maintenant. Au niveau de l'Union européenne, on connaît tous les efforts qui ont été entrepris. Ils sont souvent contestés d'ailleurs. Donc réguler l'IA, je vais commencer par ça, c'est réguler quoi? Alors, Jean-Marie, tu veux peut-être commencer? C'est parti. Donc réguler l'IA, ça veut dire beaucoup de choses. Donc notamment, il y a des standards aujourd'hui, ISO 42001, où on a parlé aussi du référentiel LNE. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est réguler le process de mise en place de l'IA. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus à l'échelle de l'organisation, moins à l'échelle du modèle. Et lorsqu'on va essayer de réguler le modèle, c'est aussi possible. Il y a aussi la question de quel est le périmètre du modèle. Est-ce que c'est le système tout entier ou est-ce que c'est le modèle? Et même la définition d'un modèle, c'est pas toujours très simple, hein. Beaucoup de nos clients nous posent la question, est-ce qu'un simple modèle de forecasting rentre dans l'AI Act si il est de tel ou tel critère? Donc c'est des questions qu'on a souvent. Donc la définition de qu'est-ce qu'on régule, c'est pas forcément simple. Et en fonction du fait qu'on régule, alors, il y a des avantages et des inconvénients de réguler soit un use case ou un process. C'est beaucoup plus facile de le faire au niveau du process parce que simplement écrire une policy qui est validée par tous les parties prenantes de l'entreprise, c'est une manière déjà de valider certains points de contrôle de ISO 42001 par exemple. Par contre, sur les modèles, c'est plus compliqué. Et là, il faut mettre en place souvent des tests, pouvoir apporter la preuve que ces tests sont passés. Et du coup, la grosse question, c'est quels sont les seuils à partir desquels on peut dire qu'un test passe. Et ça, c'est des grosses questions qu'on essaye de répondre chez Giscard. Et alors, chez AXA, c'est facile de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'on doit contrôler ou pas, sur ce qu'est l'IA? Ah oui, super facile. C'est trivial. Non, je voulais continuer sur ce que tu disais. En fait, sur la question de réguler l'IA, c'est une vraie question. Parce que, en fait, finalement, on a tendance à donner, à se projeter et à projeter une intelligence et se dire c'est comme si c'était un petit être humain et on va le réguler. Et on dit responsable AI, comme si c'était l'IA qui allait être responsable. Et donc, il y a un peu un problème autour de ça. Alors, est-ce que ça mérite d'avoir une régulation spécifique? Je pense qu'il y a la question. Et tu l'as dit, les cas d'usage. C'est-à-dire que les cas d'usage, c'est un problème. Alors, l'analogie que j'aime bien faire là-dessus, c'est de dire, bon, OK, c'est un peu un outil. Donc, c'est un peu, les gens, ils disent, GenAI, c'est la nouvelle électricité. Donc, on va prendre l'électricité comme exemple. Alors, l'électricité, c'est cool. C'est pas mal, mais on peut faire des chaises électriques aussi. D'accord? Donc, ça, c'est l'usage, le cas d'usage. Donc, il faut aussi réguler le cas d'usage. Mais l'électricité aussi, pourquoi on a du 110 volts à la maison?
ou 110 aux États-Unis, ou 220 dans le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le voltage est élevé, moins on consomme d'électricité en la transmettant. Donc on pourrait faire des high voltage dans les maisons. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que c'est dangereux, parce qu'on pourrait mettre le doigt dessus et se tuer. Donc on fait du 110 et on ne meurt pas avec du 110, même pas avec du 120. Donc en fait, il faut effectivement avoir une régulation qui s'intéresse d'un côté des cas d'usage, qui sont nouveaux, des nouveaux risques qui existaient avant, mais qui sont exacerbés par cette technologie qui permet de traiter beaucoup de data, mais aussi l'outil lui-même, il faut être capable de faire en sorte qu'il ne soit pas dangereux. Donc comme pour l'électricité, on met du plastique, des isolants et des normes, bah, il faut aussi avoir des normes pour l'IA. Donc c'est ça. Alors, est-ce que c'est facile? C'est pas facile parce qu'on n'a pas tout à fait compris tout. Les choses avancent très vite. Et donc, on a discuté juste dans la question précédente, OK, comment on fait pour contrôler? Donc je vous ai donné du RAG, etc. Super. Mais si je prends l'exemple de faire des résumés, je prends des résumés des textes. Donc on va résumer ou des appels, ou résumer des contrats. Un contrat de 600 pages. Bah là, vous n'allez pas faire du RAG, vous n'allez pas faire du fine-tuning. En fait, ces techniques ne marchent pas. Le prompting, ça ne marche pas. Est-ce que vous allez voir un humain qui va lire le document de 600 pages pour vous dire est-ce qu'il est bien? Donc on ne sait pas comment faire. Donc il faut avoir des processus, des gouvernances qui font que on ne prend pas des risques démesurés sur des choses qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Donc c'est ça le truc, le risque-valeur, l'équilibre risque-valeur qu'il faut mettre en place au-delà de la régulation qui vient et qui est en train d'être définie. Très bien, merci pour vos réponses sur ce sujet. J'ai une dernière question, une dernière thématique que je voulais aborder avec vous là ce matin. C'est le sujet de l'open source. L'open source, c'est un moteur d'innovation. Je pense que tout le monde en convient. Mais est-ce que ça va être maîtrisable, l'open source, au plan de la régulation et justement de la robustesse de l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, chez Giscard, on est open source. Il y a une grosse partie de l'outil. D'ailleurs, la plupart des gens qui utilisent Giscard l'utilisent aussi beaucoup sur sa version open source. Pour nous, pourquoi on l'a fait en open source? C'est parce que dès lors qu'on s'intéresse à la sécurisation, à la cybersécurité ou les tests, la robustesse des IA, on a besoin de mobiliser la communauté parce qu'on sait que les tests de l'IA sont infinis, en fait, parce que les cas d'usage sont infinis. Par exemple, on parlait des tests de robustesse, les perturbations, les manières de valider, il y en a plein. Et on ne peut pas tous les mettre à disposition. Et nous, on a des contributions chaque fois qui nous étonnent parce qu'on n'avait pas pensé à telle ou telle manière de tester. Donc, par exemple, on parle des tests de robustesse. Souvent, ce qu'on appelle les tests de robustesse beaucoup utilisés, ce sont les tests métamorphiques. Et il y a des variantes extrêmement larges de ces tests-là. Et alors, du coup, la question, c'est dès lors qu'on s'intéresse à la robustesse ou la sécurité, le mettre en open source, c'est aussi faciliter les hackers parce qu'ils voient les manières dont on protège ces modèles-là. Et en fait, souvent, l'exemple qu'on prend, c'est Linux, on a pu avoir dans le passé la même critique pour Linux en termes de sécurité. Et pourtant, on sait qu'à long terme, aujourd'hui, dans les grosses boîtes, les personnes IT travaillent toujours avec Linux, même si c'est open source. Et on pense qu'avec l'IA, ça va être la même chose. Même les garde-fous, les tests doivent être en open source parce qu'à long terme, on est gagnant. Donc c'est un peu notre pari aujourd'hui, c'est de faire contribuer la communauté open source parce qu'on sait que ça va créer à long terme des solutions robustes. Oui, moi je sais pas. En fait, je sais pas. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des modèles open source, et c'est beaucoup utilisé dans la sécurité, c'est-à-dire que ça permet d'utiliser la communauté pour aller tester, pour aller pousser dans des recoins les systèmes. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr que c'est la réponse à tout, parce qu'en parallèle de ces modèles open source, il y aura des gros modèles qui ne seront pas, eux, open source. Et j'arrive pas à voir comme ça rapidement à quel point ce qu'on apprend sur un modèle spécifique open source peut être réutilisé sur un gros modèle qui a été entraîné pas sur la même data, pas de la même façon, etc. Donc je pense que oui, je suis très pour l'open source et je pense que c'est une réponse en tout cas, ce modèle-là, ils seront beaucoup plus robustes parce qu'ils sont testés, mais je pense pas que c'est forcément la réponse c'est pas la réponse, ouais. C'est une solution complémentaire, je dirais.
Ok. Alors pour conclure cette table ronde, je souhaitais mentionner qu'on fait tous ici, tous les trois, partie d'un collectif qui s'appelle Impact AI, qui réfléchit justement à ces problématiques autour de l'IA de confiance et l'IA responsable, et dont nous avons la chance d'avoir la présence aujourd'hui de la directrice générale, Roxana. Voilà, donc ce sont des sujets importants aujourd'hui, ce sont des sujets en anticipation d'une régulation qui va avoir lieu. Et donc dans lesquels il y a tout un tas d'ateliers de travail qui nous permettent. Je voulais ajouter, c'est pas que la régulation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas prévues dans la régulation et faire des erreurs. C'est quelle compagnie aérienne qui a fait quelques petites erreurs récemment avec du GenAI ouais, bon. Air Canada, voilà. Donc Air Canada, bah voilà, vous tapez sur Google Air Canada GenAI et vous verrez que c'est pas seulement un problème de régulation, ça peut être un problème business. Voilà, bah merci beaucoup pour cette table ronde, Martine, Jean-Marie. On s'arrête là. Merci à vous.